Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonjour à vous tous qui suivez la radio publique africaine. Bienvenue à ce journal du 19 septembre 2025. Au micro, vous êtes avec Désiré Atungimana. Tout d'abord, les principaux titres. Les réfugiés congolais transférés de force au camp de Tchichemere sont dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas de quoi manger et dorment à même le sol sans couverture. Certains préfèrent fuir ce camp pour éviter de mourir de faim. Et au camp de Nyarugusu, en Tanzanie, le manque criard de bancs pupitres dans les écoles primaires et secondaires ne facilite pas l'apprentissage aux réfugiés qui fréquentent cette école. Les familles des militaires burundais engagés dans la guerre au Congo ne reçoivent pas des nouvelles des militaires qui tombent sur le champ de bataille, ce qui est une mauvaise pratique, selon le sociologue Omer Nzoïsaba, qui indique que cela provoque un traumatisme et démoralise ceux qui sont au front. Vous l'entendrez en long et en large dans ce journal. Et dans la zone de Mushiha, en province de Buhumuza, les activités nécessitant de l'électricité sont paralysées. Encore une fois, bienvenue. Commençons notre journal par les dossiers en rapport avec les réfugiés. La vie des réfugiés congolais récemment transférés au camp de transit de Tchichemele en provenance de Rugombo, en commune de Chibitoke, se durcit de plus en plus chaque jour. Depuis leur arrivée dans ce camp, ces réfugiés n'ont rien à manger et certains d'entre eux déclarent qu'ils ne savent pas comment survivre durant cette période pluvieuse car il n'y a rien pour se protéger alors qu'ils dorment à même le sol. Le point avec Hervé Niouhire. La famine, le manque d'eau potable, le manque de logement et d'autres moyens essentiels, c'est les principaux problèmes auxquels font face les réfugiés congolais de Rugombo, récemment déplacés vers le camp de Tchichemere. Selon l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA, à voir la situation dans laquelle ils vivent, il est difficile d'affirmer que leur survie est garantie durant cette période de pluie. Moi, je suis réfugié congolais. Je viens de la localité appelée Rubungi. Et quand je suis arrivé au Burundi, je me suis installé à Rugombo. Après quelques jours seulement, la police burundaise est venue faire des fouilles et a décidé de nous déplacer vers Tchichemere. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons tout fait. Il n'y a pas d'eau, pas de quoi manger, les maladies n'ont pas cessé d'atteindre nos enfants. Mes compatriotes que j'ai laissés à Tchichemere ont des sérieux problèmes, ils sont dans des difficultés. C'est une vie insupportable et personne ne peut aimer être à Tchichemere. Il n'y a pas d'endroit pour dormir, aucun moyen de s'organiser pour vivre. Avec ces pluies intenses qui commencent, je ne sais pas si les réfugiés de Tchichemere vont survivre, à voir comment ils étaient déjà avant ces pluies. Le plus choquant pour ces réfugiés reste le fait qu'au départ, lorsqu'ils ont été déplacés à Tchichemere sans avertissement, ils pensaient que le gouvernement burundais voulait améliorer les conditions de vie, ce qui n'a jamais été le cas. Quand ils nous ont arrêtés pour nous transporter à Tchichemere, nous avons cru que le gouvernement burundais voulait nous renvoyer au Congo ou encore faire des enquêtes pour identifier ce qui cause de l'insécurité. Mais c'était juste pour nous placer dans le camp de Tchichemere. Certains parmi nous croyaient que le gouvernement burundais allait améliorer nos conditions de vie en nous aidant à nous installer et à nous fournir de quoi manger. Mais rien de tout ça n'a été fait. Le gouvernement burundais ne nous a rien donné et certains ont déjà commencé à fuir ce camp car nous avons trop souffert sans avoir même de quoi se nourrir. Si le gouvernement avait essayé d'améliorer notre situation, on aurait pu rester là-bas et attendre jusqu'à ce que la paix revienne dans notre pays. Mais il n'a rien fait pour nous aider. Nous demandons au gouvernement burundais de nous traiter comme des humains et de nous considérer au même niveau que la population burundaise. C'est tout ce que nous demandons, qu'ils nous traitent bien.
Les réfugiés congolais de Rugombo ont été déplacés vers Tchishemere au début de la semaine dernière. La plupart n'ont pas été autorisés à emporter leurs biens. Actuellement, à cause des mauvaises conditions de vie dans le camp, certains se demandent comment quitter Tchishemere. La rédaction a tenté de joindre par téléphone l'administrateur de la commune Chibitoke pour obtenir ces explications, mais sans succès. Ce vendredi matin, la police a encerclé le chef-lieu de la colline Munika, situé en zone Rugombo, de la commune Chibitoke à la recherche des réfugiés congolais qui y résident. Cette opération policière a conduit à l'arrestation de 152 réfugiés qui ont ensuite été transférés de force vers le camp de transit de Tchishemere, situé dans la zone Buganda de la commune Bukinanyana. Ces réfugiés conduits malgré eux à Tchishemere ont exprimé leur mécontentement, affirmant qu'ils n'avaient pas accepté volontairement d'y aller, d'autant plus que les conditions de vie dans ce camp sont décrites comme très difficiles. Des sources policières ayant participé à l'opération indiquent qu'ils agissaient sur ordre avec pour mission de regrouper tous les réfugiés congolais et de les transférer de force vers le camp de Tchishemere qui leur est destiné. Le manque de bancs pupitres dans les écoles primaires et secondaires du camp de Nyarugusu en Tanzanie inquiète les parents qui n'ont même pas les moyens pour acheter l'uniforme de leurs enfants. Ces réfugiés de Nyarugusu qui se sont confiés à la RP lancent un appel aux organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation de leur venir en aide. Plus de détails avec Rémi Nderagakura. Au camp de Nyarugusu, l'année scolaire 2025-2026 a débuté le 9 septembre. Selon des sources dans ce camp, les écoles ont commencé avec un manque criant de bancs pupitres. À ce stade, les parents, surtout ceux dont les enfants fréquentent l'enseignement secondaire, sont contraints d'acheter des chaises, ce qu'ils considèrent comme un lourd fardeau. Une simple chaise en plastique coûte plus de 15 000 shillings tanzaniens. Ceux qui n'en possèdent pas sont obligés de s'asseoir à même sol ou de suivre les cours debout, toujours selon notre source. Un autre problème très grave est celui des bancs pupitres. Autrefois, les élèves en trouvaient des gens dans les classes, ou bien certaines organisations en faisaient fabriquer puis les livrer. Actuellement, la plupart sont cassés et il en reste très peu dans les salles de classe. Les enseignants exigent alors des élèves qu'ils apportent des chaises. C'est un problème sérieux, car dans les écoles secondaires, certains sont contraints de rester debout, d'autres s'installent sur les rebords des fenêtres. Les élèves sont très nombreux et les bancs ne suffisent pas. Quant à ceux de l'école primaire, ils s'assoient à même le sol. La même source rapporte également que les élèves du secondaire rencontrent des difficultés à se procurer l'uniforme scolaire, car de nombreux parents n'ont pas les moyens financiers pour les acheter. Cette situation est due au fait qu'ils ne sont pas autorisés à sortir du camp pour aller chercher du travail. On exige aux élèves de porter un uniforme à partir de la 9e année jusqu'à l'année de fin d'études. Mais il est difficile de se procurer ces uniformes à cause du manque d'argent. Les tissus coûtent très cher et les réfugiés n'ont pas les moyens d'en acheter. La Tanzanie nous a bloqués. Personne n'est autorisé à sortir du camp pour chercher une activité rémunérée. Et il est même interdit de faire du commerce à l'intérieur du camp afin d'acheter des cahiers ou des uniformes. Si un élève ne porte pas d'uniforme, il est renvoyé. Ces parents lancent un appel aux organisations actives dans le secteur de l'éducation en fait de trouver une solution, particulièrement concernant le manque de bancs pupitres dans les écoles. La suspension des cartes permettant aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu d'accéder à l'aide alimentaire suscite de vives inquiétudes. Selon le collectif SDH Vika, cette mesure constituerait une stratégie délibérée des autorités tanzaniennes visant à contraindre ces réfugiés à accepter un retour forcé vers le Burundi. Le porte-parole du dit collectif, Jean Bosco Vizigiro, dénonce une violation flagrante des droits des réfugiés et exhorte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le gouvernement tanzanien, à respecter
les conventions internationales garantissant la protection et la dignité des personnes réfugiées. Je vous propose de l'écouter. La CDHBK a découvert une autre stratégie du gouvernement tanzanien pour refouler les réfugiés burundais sur son sol. Cette stratégie est aussi dans le cadre de les forcer à rentrer chez eux par force, se disant que c'est le retour volontaire. Dans ce contexte, la CDHBK a découvert que lorsqu'un réfugié burundais sera au service pour avoir la ratio, les autorités disent que selon leur observation, il y a l'un ou l'autre qui n'a pas touché ses biens. Alors, pour cette raison, on doit vérifier le proof. Mais les informations que nous détenons par la source de ces réfugiés nous disent que ce sont des stratégies pour les traquer, parce que lorsqu'ils veulent réclamer, on leur dit qu'il y a deux solutions. La première est de vivre dans le Kassan, rien à voir, et la deuxième est d'accepter de rentrer sans rien demander. Alors la CDHBK profite de cette occasion pour appeler au gouvernement tanzanien et appeler au HCR que ces actes sont contre à la loi et sont contre au règlement qui régit les réfugiés. C'est dans ce contexte que la CDHBK réaffirme qu'elle va prier haut et fort en collaboration avec d'autres organisations de la société civile qui défendent les causes et les conditions de vie des réfugiés européens. Cacher la vérité aux familles des personnes tuées au front provoque un traumatisme dans le cœur et démoralise ceux qui sont restés au combat. C'est ce qu'affirme un sociologue. Selon Zoïsaba Omer, ne pas informer les familles de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille revient à faire croire que ces personnes ne se sont pas sacrifiées pour leur pays, mais plutôt qu'elles se sont battues pour les intérêts d'un individu ou d'un petit groupe. Suivez à ce propos le sociologue Omer Zoïsaba. Cette situation de non-communication des militaires qui perdent la vie dans les combats en RDC, ça augmente un niveau de traumatisme des familles des disparus. Donc, ces familles restent dans un deuil indéterminé, et ce qui peut causer vraiment un traumatisme chez les enfants qui deviennent des orphelins, et chez la femme qui devient la veuve, ainsi que les membres de la famille, de la parenté en général. Le manque de communication de la part des responsables de l'État-major sur les effectifs de mort implique directement la non-assistance des familles du défunt en termes d'argent alloué à un militaire qui meurt au combat. Le fait de ne pas informer la famille implique directement l'impossibilité à cette famille du défunt de faire un suivi de ce qui est autorisé par la loi en cas de mort d'un militaire ou bien d'un soldat sur le champ de bataille. Donc cette situation va s'empirer et va discréditer le corps de l'armée. Au lieu qu'il soit un corps qui forme les militaires de vocation, qui servent l'armée républicaine, il va devenir un corps militaire sans âme ni déontologie professionnelle qui n'inspire pas confiance. Cette situation va influencer sur la qualité et l'implication des soldats au combat. Si les soldats voient leurs camarades mourir dans un combat et que son sort reste incognito, ils vont se mettre dans leur tête que ce sera le même cas pour eux. Santé à présent dans notre série de reportages qui vous parle de l'évolution de l'application de la politique de gratuité des soins de santé chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, nous vous brosserons le tableau de la réalité sur terrain. Josiane Mouzaneza nous parle des difficultés rencontrées par ces catégories de personnes pour avoir accès à ce que de droit. Le non-respect de la politique de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes est un phénomène généralisé sur tout le territoire national. En commune Rumongue de la province de Burunga, par exemple, certaines mères qui se sont confiées à la RPA font savoir que seuls les enfants hospitalisés bénéficient encore d'un semblant de traitement. Il a aussi poursuit l'une d'entre elles et se voit obligée de débourser une somme conséquente afin que son enfant puisse recevoir des soins appropriés. Les enfants internés reçoivent des fois les médicaments gratuitement, du moins s'il y en a encore dans les stocks. Sinon, on va les acheter auprès des pharmacies et on les remet aux infirmiers afin qu'ils les injectent sans trop tarder. Mais pour les enfants qui font des consultations externes, on se débrouille pour se procurer des médicaments leur prescrits.
Les femmes enceintes ont elles aussi du mal à bénéficier gratuitement des soins de santé, surtout celles qui accouchent par césarienne. Une fois qu'on constate que les médicaments font défaut, on transfère directement les femmes devant accoucher par césarienne, ce qui les met souvent en danger, vu que cette opération nécessite une programmation à l'avance. Idem en province Gitega, où les patientes sont sommées de se munir du matériel médical essentiel lors de l'accouchement. Les admissions se déroulent comme à l'accoutumée, mais les médicaments sont à leur charge. C'est du moins la procédure en commune Gishubi. En commune Makamba, nous sommes toujours en province Burunga, le scénario est pire. Aujourd'hui, les patientes vont même jusqu'à acheter des fils utilisés pour refermer les incisions pratiquées lors de l'accouchement par césarienne. Vraiment sur terrain, cette politique n'est pas mise en application. Déjà, le gouvernement n'a pas remboursé les hôpitaux depuis plus de 8 mois, ce qui fait que ces derniers sont dans l'incapacité de s'approvisionner en médicaments. Alors aujourd'hui, tous les hôpitaux font la liste de tout le matériel nécessaire pour pratiquer la césarienne, y compris les médicaments nécessaires, et c'est la patiente qui se charge de le fournir. Même les cathéters et les fils chirurgicaux sont à charge des patientes. Révoltée, la population en général demande au gouvernement de déclarer publiquement qu'il n'est plus à mesure de poursuivre cette politique, étant donné qu'aujourd'hui, les patients dépensent énormément d'argent dans l'achat du kit médical nécessaire, un kit qui est malheureusement détourné par après par le personnel médical. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Bonne gouvernance à présent. Le nombre de commissariats de police provinciaux va correspondre avec le nombre de provinces du pays, les commissariats communaux avec les communes, tandis que les commissariats régionaux qui regroupaient plusieurs provinces sont supprimés. Ceci figure dans le projet portant révision de la loi organique du décembre 2021 portant mission et fonctionnement de la police nationale. Ce projet a été adopté lors du Conseil des ministres qui a eu lieu ce jeudi 18 septembre 2025. Il y aura aussi des bureaux de police dans les 451 zones composant le pays dans le but de rapprocher la police à la population. Suivez Jérôme Niozima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Deuxième dossier analysé au Conseil des ministres, projet de loi portant révision de la loi organique numéro 1/27 du 9 décembre 2021 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi, présenté par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Créée en décembre 2004, la police nationale du Burundi est pour le moment régie par la loi organique numéro 1/27 du 9 décembre 2021. Cette loi consacre une structure déconcentrée, organisée en commissariats régionaux, provinciaux et communaux. Par la suite, le gouvernement du Burundi a entamé une série de réformes de décentralisation visant à rapprocher beaucoup plus les services de la population. Ces réformes ont abouti en 2023 à un regroupage des différentes entités administratives. Le nombre de provinces passant de 18 à 5, les communes de 119 à 42, tandis que les zones ont été multipliées, passant de 399 à 451. Ainsi, ce projet de loi vient se conformer à ce nouveau redécoupage en faisant correspondre les commissariats provinciaux avec les provinces, les commissariats communaux avec les communes et en supprimant les commissariats régionaux qui regroupaient plusieurs provinces. D'un autre côté, les communes ayant été réduites, il se crée un éloignement entre le commissariat communal et le commissariat provincial. Pour faire face à ce défi, le projet de loi introduit la notion de district, organe de coordination et d'encadrement situé entre le commissariat communal et le commissariat provincial, couvrant 2 ou 3 commissariats communaux. Les postes qui coïncident avec les zones
administratives et chaque poste de police comprenant autant d'antennes de police que de besoins. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant certaines corrections, notamment le remplacement du district par une unité d'intervention rapide qui coiffera 2 ou 3 communes. Cela fait plus d'une année que la zone Mouchira, en commune Gisagara de la province Buhumuza, fait face au manque de courant électrique. Ceux qui exercent des activités nécessitant du courant électrique disent être plongés dans le désarroi. Les détails avec Balthazar Miburo. Des habitants du chef-lieu de la zone Michira en province Buhumuza qui se sont confiés à RPA indiquent qu'ils vivent depuis 1 an et demi sans électricité. Il explique que cette situation est due au poteau électrique qui avait été détruit par la pluie. L'un de ces habitants témoigne. Tous les poteaux sur lesquels étaient suspendus les câbles électriques sont à terre. Cela se remarque de Changuzo jusqu'à Michira. Certaines de nos sources affirment que ce problème a été signalé aux autorités administratives, lesquelles l'auraient transmis à la régie des eaux, mais aucune mesure n'a été prise et le courant reste coupé. Cette pénurie d'électricité, qui dure depuis plusieurs mois, a rendu la vie difficile à ceux qui exerçaient des activités nécessitant du courant électrique. Les soudeurs, les coiffeurs et d'autres personnes qui effectuent des activités nécessitant le courant électrique ne travaillent plus. Toutes ces personnes peinent à faire vivre leur famille. Ces habitants de cette zone de Michira demandent à la régie des eaux de résoudre ce problème afin qu'ils puissent à nouveau obtenir d'électricité. La rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir de réaction de la part des responsables de la régie des eaux, aussi bien au niveau national que dans la zone de Michira concernée. Page sportive pour clôturer notre journal. L'équipe nationale féminine du Burundi des moins de 20 ans s'est inclinée sur un score de 2-1 ce vendredi face à la Zambie dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est le premier match officiel sur le stade Inouari, récemment homologué par la Confédération africaine de football, CAF. Le match retour aura lieu en Zambie mardi prochain. Les chances de se qualifier pour ces jeunes filles burundaises sont minimes. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Au revoir et bon week-end.